Bonjour à tous, bienvenue sur Sport en France en direct pour cette première émission de Betclic Elite. Quel plaisir de vous retrouver pour une saison supplémentaire. Ça va être l'occasion de faire le premier bilan après un mois de compétition. Le mois d'octobre avec nos consultants, on va débriefer tout ça avec Angelo Tsagarakis. Comment ça va Angelo? Ça va très bien, très heureux de recommencer cette aventure sur Sport en France et puis de rejoindre Fred, mon binôme, mon acolyte. L'acolyte. Vous n'êtes jamais ensemble d'habitude, mais là on vous regroupe. Ça vous plaît, Fred? Ça me plaît, mais c'est pas tout à fait vrai. Dès que vous n'êtes pas là, on se met ensemble. Donc nous, on espère juste que vous partiez pour qu'on puisse enfin travailler ensemble. Voilà, non, mais voilà, ça fait plaisir en tout cas qu'on remette le trio en place. Et clair. Puis avec nous pour cette première émission, on a le plaisir de recevoir Pascal Donadieu, coach principal de Nanterre depuis 1987. Pascal Donadieu, comment ça va? Ça va, malgré des résultats un peu en dents de scie. Et puis très honoré d'être invité à cette première et longue vie à votre magazine. Merci beaucoup Pascal. Et nous, on se sentait obligé de vous féliciter d'abord pour cet été olympique. Du côté de Tokyo, vous vous attendiez à vivre un aussi bel été? Non, forcément, même si l'ambition c'était de pouvoir essayer de décrocher une médaille. Mais en tous les cas, participer aux Jeux Olympiques, même si c'était à huis clos et avoir les résultats qu'on a obtenus, c'est l'apothéose. Et Fred est bien placé pour le savoir. Vous avez commenté les rencontres de l'équipe de France, Fred? J'ai eu la chance de commenter les rencontres. Effectivement, je suis vraiment tellement désolé pour vous que vous n'ayez pas pu vivre ça avec le public, l'engouement, etc. Parce que oui, bien sûr, c'est quelque chose d'extraordinaire qui restera gravé dans votre tête à jamais. Mais c'est vrai que le public, ça vous a manqué. Et ce qui me rassure, Pascal, c'est qu'il y a Paris 2024 et que tu pourras bien faire la fête avec une autre belle médaille. J'espère. C'était particulier cette bulle, Pascal, à Tokyo? Oui, c'est clair que c'était particulier dans la mesure où on n'est jamais sorti du village olympique et quand on était en stage, pareil, on était vraiment dans une bulle. Donc comme l'a dit Fred, moi j'ai toujours considéré que le public fait partie du jeu et l'engouement qu'il y aurait pu y avoir notamment dans cette finale olympique et dans les matchs à suspense, ça manque un petit peu d'adrénaline, mais en tous les cas, on retiendra quand même ce parcours et les joueurs ont réussi à faire aussi bien que leurs illustres aînés comme Fred. On rappelle pour les gens que vous êtes entraîneur adjoint de Vincent Collet. D'ailleurs, j'ai rencontré Vincent Collet au mois de septembre, après les Jeux Olympiques, et d'ailleurs, il avait un petit mot pour vous. Il paraît que tu as embrassé ton Pascal Donadieu juste après. Ça a été une belle célébration, en tout cas, de l'équipe de France. Voilà, on est très proches maintenant. Là, au début, on était comme un entraîneur et son assistant, mais aujourd'hui, on est devenus des vrais amis. Et c'est vrai que c'était très fort pour nous, là, parce qu'on est des enfants de la balle. Lui comme moi, on est passé par on vient de petit. Alors, lui avec Nanterre, mais qui l'a fait monter. Mais moi, je viens d'un petit club aussi, donc on n'avait pas de raison a priori au départ de se retrouver dans ces endroits-là. Donc on les savoure d'autant plus. C'est beau ça, ce qu'il dit sur les petits clubs. Rien ne vous prédestinait à arriver là, et puis finalement vous vivez tout ça. Tout à fait. Par rapport à nos parcours, même si Vincent a été un excellent joueur de première division. Et puis c'est vrai que d'un respect mutuel à travers les confrontations qu'on a eues, c'est devenu une véritable amitié, en plus avec des résultats exceptionnels. Donc c'est une belle histoire d'homme, on va dire. Moi j'ai juste une question pour Pascal. Justement, tu dis que c'est une belle histoire d'homme. Tu sais qui coach maintenant, hein? Oui, je sais. Est-ce que c'est possible de continuer à être amis quand ce derby est quand même assez brûlant? Oui, on sait faire la part des choses, bien évidemment. Et puis malheureusement, lors de ce derby, en 30 ans, j'ai connu ma première expulsion. Donc avec Vincent, quand on joue l'un contre l'autre, il se passe toujours quelque chose. Mais c'est vrai qu'on sait faire la part des choses. Celui qui perd est toujours très déçu. C'était le cas déjà à Strasbourg.
Et puis le lendemain, on oublie et on continue d'avancer ensemble, et heureusement d'ailleurs. J'ai cru que tu allais dire celui qui perd, il paye un coup. Et pas le soir du match, quelques jours après pour quand même... Angelo, elle est inspirante cette histoire de Nanterre quand même, de partir de si loin, d'arriver jusqu'en Europe, gagner des titres nationaux, Ouais, c'est très inspirant. C'est surtout cette évolution qui s'est faite sur des valeurs humaines, sur des hommes qui ont aussi évolué avec leur club. Parce que Pascal, à la base des bases, il n'était pas, comme on dit, prédestiné à être assistant de l'équipe de France, mais il a mérité sa place. Il s'est construit comme assistant. Il s'est construit comme un entraîneur de première division qui est maintenant renommé, reconnu, qui est performant. Il a gagné des titres, il a fait des choses. Et je trouve que c'est inspirant parce que ça démontre à tous ceux qui aiment le basket et à tous ceux qui ont des projets dans la vie qu'à un moment donné, il faut croire en soi, il faut avoir l'humilité de savoir où on est, mais d'avoir l'ambition d'aller ailleurs aussi. Donc, chapeau. Merci. 34 ans, Pascal, à la tête de cette équipe première. Vous prenez toujours autant de plaisir chaque jour à aller coacher votre équipe? C'est différent. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Le métier de coach est un métier extrêmement épuisant et fatigant. Bien sûr, on vit des belles satisfactions, mais il y a une forme d'usure qui peut s'installer au fil du temps. Et c'est vrai que, et c'est pas forcément bien pour eux, mais beaucoup de coachs ont eu l'occasion malheureusement d'être coupés ou ont dû faire un break pendant 1 ou 2 saisons. Et j'en discutais avec Vincent d'ailleurs l'année dernière, même s'il s'est concentré sur les Jeux Olympiques. Mais je pense que vous pouvez vous ressourcer et faire un petit break. Donc moi, il y a des moments où je sens une usure parce que heureusement ou malheureusement, j'ai toujours enchaîné, même si ça a été à des niveaux moindres. Et il faut faire attention à ne pas faire les années de trop et pas être au bout du rouleau. Et des fois, à travers les mauvais résultats, je sens que j'ai un petit peu plus de mal que peut-être il y a quelques années. Il y a des hauts, il y a des bas, comme la saison dernière. Exactement. Vous aviez laissé entendre peut-être possibilité de passer la main. Ça vous a traversé vraiment l'esprit l'année dernière? Oui, moi je suis toujours vigilant parce que c'est pas parce que c'est un club familial où on peut dire Pascal se fera jamais couper. Je pense que j'aurai l'honnêteté à un moment donné de moi-même décider que je sens que je suis plus opérationnel. Donc je suis très attentif à cela. Et puis surtout, le fait que ce soit un club familial, c'est peut-être aussi une sorte de responsabilité, de s'assurer que le club soit dans les meilleures conditions pour continuer à performer. Donc c'est vrai que ça a une valeur un peu différente. Parce que quand on est employé, simple employé, on peut peut-être protéger ses intérêts un peu plus, mais quand on est porteur d'un projet qui dépasse, on va dire, le terrain, puisque là c'est humain, c'est familial, c'est certain qu'on... En tout cas, moi je partage cette opinion-là, qu'on ne mettrait jamais à mal le futur du club ou le potentiel des choses. Pascal, pour cette saison, en tout cas, c'est quoi l'objectif? Pas d'Europe, en tout cas, pour cette année. Retrouver l'Europe, retrouver les playoffs? Je pense que j'aimerais bien qu'on puisse retrouver les playoffs. Ouais. Y a une lutte acharnée parce que, comme d'habitude, il y a toujours 2-3 grosses équipes et après quasiment une dizaine, voire tout le monde qui peut prétendre faire les playoffs. Mais oui, c'est toujours une satisfaction de faire les playoffs. Il n'y a que 2 saisons depuis 10 saisons où on n'a pas accédé aux playoffs. Donc c'est toujours la motivation suprême. Mais il faut toujours faire attention, justement. On a vu l'année dernière avec un club historique comme Chalon que personne n'est à l'abri, malheureusement, de chuter. Donc ce n'est pas du tout un manque d'ambition, parce que sinon, je pense que si on n'avait pas eu d'ambition à Nanterre, on n'aurait pas gagné les titres qu'on a gagnés. Mais à la fois, c'est le lot de ce championnat, c'est de regarder devant, mais pas oublier de regarder derrière quand on est un peu en difficulté. Mais justement, en revenant sur derrière, tu as parlé de l'année dernière où c'était un peu compliqué, où tu as failli vouloir passer la main. Et en début de saison, tu as dit, je suis plutôt content de mon recrutement, ça ressemble plus à du jeu nantérien. Comment tu situes ton recrutement par rapport à la Betclic Elite en général? Déjà, j'ai essayé de prendre des joueurs qui correspondaient à notre philosophie de jeu. Après, aujourd'hui, on a le 12e budget. Donc, on veut faire le top 8 avec le 12e budget. Ça veut dire aussi un petit peu de paris. Donc, les paris, ils sont aujourd'hui sur un garçon comme Garino, qui n'a pas joué depuis 1 an et demi, qui a fait 4 saisons d'Euroleague. Ça veut dire Chris Horton, qui avait connu une saison un peu compliquée. Donc, sur le papier, c'est des paris qui sont intéressants. Mais comme c'est des paris, on le voit aujourd'hui avec Garino qui a du mal à retrouver le rythme. Ouais. C'est toujours un peu fragile. Chris Horton qui a eu un deuil familial. Donc l'équipe me plaît sur le papier. Mais après, je pense qu'on fait partie de beaucoup d'équipes. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est vraiment les montagnes russes actuellement. On peut passer d'un match à Bourg-en-Bresse très abouti ou 2 matchs contre Saint-Quentin et Fos à domicile, sans enlever le mérite de Saint-Quentin et de Fos, où on passe complètement à travers et on a l'impression d'avoir une équipe qui débute la préparation.
Dans votre équipe, Pascal, en tout cas, il y en a un pour l'instant sur qui vous pouvez compter, c'est le retour de Nick Johnson, qui a été très bon. Il fait partie des meilleurs marqueurs de la Betclic Elite. Vous pouviez être sûr au début de la saison qu'il allait performer comme ça? Ce que je trouvais intéressant, je l'avais déjà eu il y a 2 ans, c'est qu'il a une dimension athlétique qui est vraiment importante. Et je voulais qu'on associe 2 gardes, un avec un physique quand même au-dessus de la moyenne, donc Nick Johnson, et un peu un pétard ambulant comme Jérémy Sanglin. Et donc Nick Johnson, aujourd'hui, même s'il a fait 3 sur 14 contre Fos, a fait un bon début de saison. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail pour que le collectif se mette en place. Nick Johnson, on s'en souvient, Angelo, vous l'aviez commenté avec Fred Weiss, premier match de la saison, il cartonne, il met les 2 paniers de la victoire quasiment. Tout à fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Puis surtout, il a cette volonté, on ressent quand on l'observe cette abnégation. C'est-à-dire qu'à moins 15, moins 20, au taquet, toujours cette foi en la victoire potentielle, le comeback, et en tout cas la volonté de porter les couleurs de Nanterre haut et fort. Moi, j'ai une petite question. Tu as Franck Le Goff qui part. Et est-ce que tu te sens un petit peu orphelin maintenant que ton éternel assistant est parti, sachant que voilà, il y avait une routine. Tu as dû maintenant réajuster un peu ton approche, j'imagine, dans ton quotidien? Un petit peu, mais déjà, je pense qu'avec Franck, souvent les départs comme ça, c'est un départ qui s'est très bien passé. Je considère que ce garçon, il a vécu 15 ans à mes côtés, en étant dans l'ombre et en étant assistant coach. Et c'est vrai qu'à 50 ans, il a eu envie d'avoir plus de responsabilités, d'être coach principal. Le marché estival, et moi j'étais à 200% derrière lui, parce que je pense qu'à un moment, être toujours dans l'ombre du même coach en plus, il peut y avoir une lassitude et une usure. Donc moi, je l'ai même encouragé à trouver un job. Malheureusement, cet été, malgré 2-3 pistes, il n'a pas réussi. On a Philippe Da Silva qui, je pense, à l'avenir sera un coach de qualité, et qui est encore très jeune, même s'il a beaucoup d'expérience en tant que joueur. Et on n'avait pas de Coupe d'Europe cette année. Donc on a considéré que sans Coupe d'Europe, on pouvait se permettre sur une saison de fonctionner avec Philippe. Et bien évidemment, quand vous avez fonctionné avec une personne pendant 15 ans et que vous avez formé un duo et que vous avez gagné beaucoup de titres, c'est sûr qu'il y a malgré tout un manque. Mais voilà, on compose, il était encore là samedi, ça ne nous empêche pas d'échanger par téléphone, qui me donne son avis. Donc c'est aussi bien que des histoires comme ça aussi longues se terminent bien, parce que souvent il y a des divorces malheureux quand les histoires durent. Donc voilà, on a gardé une bonne relation. Avec Philippe Da Silva, tu te sens investi d'une mission un petit peu, justement, tu dis que ça sera un futur grand coach. Est-ce que ton objectif, c'est de l'amener aussi avec toi, de le faire grandir et qu'il arrive où il doit arriver, tout simplement? Oui, tout à fait. C'est un objectif pour moi. Déjà, c'est quelqu'un de travailleur. C'est quelqu'un qui a vraiment un état d'esprit irréprochable, comme il était, je pense, en tant que joueur. Et déjà, il a de très bonnes qualités. Et oui, j'essaie de lui donner, maintenant je suis un vieux coach, et j'essaie de... Non mais comme tu as formé déjà des joueurs, peut-être maintenant l'objectif justement c'est d'essayer d'amener des coachs avec toi. Tout à fait, surtout que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il me reste vraiment plus beaucoup d'années. Donc l'idée, si on peut promouvoir un garçon comme Philippe sur une promotion interne, comme il connaît le club, comme il connaît les rouages, ça serait aussi pour moi une très belle satisfaction, et en tous les cas c'est un des objectifs. On parle de renouvellement avec différentes arrivées dont on a parlé. On parle aussi des départs avec Franck Le Goff. Il y a aussi des départs de joueurs qui attiraient beaucoup l'attention la saison dernière. On pense à Isaiah Cordigné, on pense à Victor Wembanyama. Vous vous attendiez à perdre vos 2 Français phares la saison cet été? Alors Isaiah, c'était pour moi une évidence. C'est-à-dire que souvent, c'est un peu l'ADN de Nanterre. C'est qu'Isaiah, quand il est venu il y a 2 ans, quasiment tous les clubs le voulaient. Enfin, beaucoup de clubs. Moi, j'ai réussi à l'intéresser sur le challenge en lui disant qu'il aurait beaucoup de responsabilités, qu'il prendrait la place de Laou Konaté qui avait fait 2 saisons très abouties. Mais bien évidemment, au bout de ces 2 saisons-là, quand on voit les 2 saisons qu'a fait Isaiah, ça serait pour moi stupide. Bien sûr que j'aurais voulu le garder, mais ce n'est pas du tout dans la progression de sa carrière. Donc il a tenté cet été, au mois de septembre, de pouvoir jouer en NBA, ce qui n'a pas marché parce que sa franchise l'a libéré très tard. Et aujourd'hui, pour échanger avec lui, il est à Bologne, dans un club qui, pour moi, a quasiment l'équivalent de structure et de niveau d'Euroleague. Et c'est ce club. Une histoire formidable. On a été joué, nous, en BCL. C'est incroyable. On sent, quand on rentre dans la salle, on sent une histoire. Donc ça fait partie, c'est regrettable des fois, mais ça fait partie du challenge qu'on a à Nanterre. C'est permettre à ce type de joueur d'avoir des responsabilités,
de se développer et d'aller chercher, comme Mathias Le Sort, qui a joué en Euroleague, un challenge encore plus relevé après. Mais c'est pas dur ça justement, Pascal, moi je pose la question, et pour Nanterre évidemment, mais pour la plupart des clubs français en général, c'est-à-dire se dire, on a des joueurs, on en profite, on est content, on les fait progresser, on les amène où on veut les amener, et quand on les a amenés où on veut les amener, ben, ils partent. J'imagine que ça doit être un déchirement ça. C'est extrêmement frustrant, et c'est vrai que c'est usant, parce que tous les ans tu dois reconstruire une équipe, et c'est vrai que quand tu t'entends bien avec des garçons comme Isaiah, mais je parle de ce qui se passe sur le terrain, ou là-haut, ou Mathias, aujourd'hui, les jeunes joueurs qui évoluent à côté en Europe et qui ont été il n'y a pas longtemps encore à Nanterre, je pourrais faire une équipe de top 3. Donc forcément qu'il y a des regrets, et à la fois il y a cette satisfaction de voir ces joueurs-là éclore en Europe et en toute modestie avoir participé à leur développement. Et en ce qui concerne Victor, parce que là, on parle d'un joueur maison, un joueur formé localement. Bien évidemment, ça a été une grosse déception, il ne faut pas se le cacher. On pensait pouvoir le garder encore une année, lui donner énormément de responsabilités, et peut-être l'année d'après qu'il parte, ou en Euroleague ou ailleurs. Il a fait un autre choix, il faut le respecter, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que ça a été un coup dur, parce que pour le coup, Victor, c'est vraiment le gamin du club. Mais c'est comme ça, moi je lui en veux pas. Est-ce que c'est le fait que le club ne fasse pas de Coupe d'Europe qui est peut-être coûté? Parce que pour moi, dans l'absolu, l'Asvel, c'est un choix cohérent pour n'importe quel potentiel, n'importe quel joueur ambitieux. Mais cette continuité dans le travail avec une responsabilisation progressive, sachant qu'il avait déjà commencé à montrer le bout du nez l'année dernière, qu'il avait montré ses qualités, avec une coupe de rang peut-être un peu moindre que l'Euroleague, sachant que lui, c'est pas le talent, le problème c'est peut-être physiquement, il faut qu'il s'étoffe, il faut qu'il se durcisse, qu'il prévienne les futures blessures potentielles, et donc que la transition se fasse dans la continuité et que ça aurait été peut-être plus positif, plus constructif pour l'évolution de sa carrière. Peut-être. S'il y avait une Coupe d'Europe, ça aurait été un petit plus. Ouais. J'ai pas eu la vraie raison par rapport à Victor. Ce que je sais, c'est que il y a trop de gens dans le basket français des fois qui sont rageux et tout. C'est comme ça, il a fait un choix, il faut le respecter. Nous, on l'a accompagné jusqu'à l'année dernière. On l'a donné, quelque part, on l'a cédé à Villeurbanne en étant potentiellement le numéro 1 de la draft, en étant en pleine forme physique et en étant prêt encore à se développer. On a fait notre part du travail, même si on aurait bien voulu le garder. Maintenant, bonne chance à lui, et de tout cœur, j'espère qu'il aura la carrière qu'il mérite, parce qu'au-delà du joueur exceptionnel, et pour l'avoir entraîné au quotidien, c'est incroyable. Je crois qu'au-delà des matchs, on ne se rend pas compte de ce qu'il est en capacité de faire. C'est une bonne personne et c'est un bon garçon qui a la tête sur les épaules. Et c'est pour ça que je pense qu'il ira très loin. Tu as toujours des contacts avec lui? Tu lui parles de temps en temps ou beaucoup moins? J'imagine que la saison ayant repris, c'est beaucoup plus compliqué. Mais... Un tout petit peu, mais justement, je lui ai envoyé un message lors de son premier match d'Euroleague. On ne s'écrit pas toutes les semaines, ça serait mentir. Mais bien sûr, je suis très attentif. Là, il était malade, mais je suis très attentif à ses performances. Et dans ce type de déception par rapport au fait qu'il soit parti, il y a deux options où on est rageux et on souhaite le mal. Ouais. Moi, c'est pas du tout ça, au contraire. Ce qui serait très français. Plus il flambera, plus je serai content et je lui souhaite tout le bonheur. Et de même qu'à ses parents qui l'accompagnent. Et la petite anecdote, c'est qu'on a le petit frère qui joue en U15. C'est vrai. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours un lien toute avec la famille Victor basket. à Nanterre. Sa sœur aussi est dans le basket également, donc ça peut valoir le coup de surveiller un autre Wembanyama du côté de Nanterre. Justement, Nanterre, après un premier mois de cette saison de Betclic Elite, on a vu du bon, on a vu du moins bon. C'est vrai que ça avait commencé de façon très intéressante contre Limoges. On a vu une victoire aussi contre Bourg, et puis d'autres choses, dont des défaites contre le promu Fos-sur-Mer. Comment on explique ce début de saison mitigé ? Déjà par rapport au fait que tout le monde n'est pas au même niveau, au niveau physique, au niveau de la... et puis que forcément, on a 9 nouveaux joueurs. Puis même moral, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, mais au-delà du physique, tu as aussi les états émotionnels de chacun. Garino qui psychologiquement doit affronter ses démons intérieurs, le retour de blessure, de se libérer complètement, et puis Horton qui lui a malheureusement subi un traumatisme familial. Donc, et du Soulier qui n'a pas du tout joué l'année dernière. Et du Soulier dans la même configuration, exactement. Et donc lui aussi, c'est un garçon qui, je pense,
a des qualités, mais on sent qu'il manque de rythme, qu'il manque de compétition. Je me rappelle de toi sur du soulier, tu avais dit en début de saison dernière, tu avais dit c'est un de mes meilleurs joueurs dans mon équipe, c'est lui qui va être un peu le lion. Et donc j'imagine que toi tu es ravi aussi de le récupérer, pas encore une fois Tout à fait. en forme et pas en rythme encore, mais je pense que tu vas être ravi de le récupérer. Oui, et avec une rupture des ligaments, il faut un peu plus d'une année pour vraiment retrouver des sensations. Donc pour l'instant, c'est vraiment, on fait un début de championnat. Je crois qu'on n'est pas la seule équipe, mais on bat Limoges à la fin grâce au talent de Nick Johnson. J'ai envie de dire que c'est un peu un hold-up. On joue au Mans, on maîtrise pendant 30 minutes, on mène de 15 points, on perd le match. Les Nets, c'était un peu particulier. Bourg, on fait un très bon match. Fos, on fait un non-match catastrophique. Donc il n'y a pas de... Pour l'instant, réussir à estimer le niveau de l'équipe, c'est très difficile. Une autre question, les gars? Ben, moi, je suis content d'avoir Pascal déjà. Donc, je pourrais l'écouter parler pendant des heures, mais à un moment, on ne va pas l'embêter non plus tout le temps. Quoi. Moi, j'en ai une petite dernière, comme ça, je pense on finira en beauté tout ça. Il y a eu une petite cérémonie pour célébrer les 44 ans de présidence de papa, de Jean Donadieu. Et il y a eu une trentaine des anciennes gloires du club qui sont venues. Et moi, ma petite question, c'est de tous les joueurs avec qui tu as vécu de grandes choses, tu as gagné des titres, des trophées, ou peu importe, des joueurs qui ont été même avant dans les catégories moindres, quel est celui, ton coup de cœur, quel est celui qui a une petite place vraiment affective différente des autres? Alors, c'est pas que je veux pas répondre. Non, franchement, c'est extrêmement compliqué. Parce que il y a eu des joueurs déjà de l'époque régionale, mais que vous connaissez même pas. Un ami qui s'appelle François Godner, qui nous a fait monter des divisions et des divisions en mettant 25-30 points, en étant dentiste à côté. Donc ça, c'est ça les histoires qu'on veut. Ça ne vous parle pas. Et après, il y a des comebacks incroyables comme Trent Mitcham, il y a Johan Passav-Dutheil, Marc Judith et Jérémy Enzoli qui sont les historiques. Il y a Eko Chafarzik qui a apporté 2 ans de folie. Et il y a plein de joueurs. Donc, je n'arriverai pas à Thomas Darin. Tous les joueurs qui étaient là samedi, Xavier Corosine, que tu connais bien, ils ont tous une place particulière dans mon cœur. Mais Stephen Brun, parce qu'il était là. Ouais. Stephen Brun, il a pas toujours été facile à coacher. Maintenant, dans la finale contre Strasbourg, il a été ultra décisif. Il des deux côtés. Je sais que des fois tu le charriais, mais des deux côtés du terrain, notamment. Il ne faisait pas exprès, je pense. notamment en défense sur Ricardo Greer et Stephen Brun, sans être démago, c'est certainement le basketteur que j'ai connu avec le plus gros affect, avec des fois ses côtés un peu justement particuliers, mais il a un affect et une sensibilité que j'ai rarement eu l'occasion de croiser sur un terrain de basket. Ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup Pascal Donadieu d'avoir accepté en tout cas cette interview et on vous souhaite encore plusieurs belles années du côté de Nanterre. On va essayer, merci à vous. Bon courage. Merci. Et pour Angelo, on va faire plaisir aussi aux amis qui aiment les highlights puisque vous avez choisi Angelo le highlight de Scotty Reynolds. On se regarde ça Angelo? On se regarde ça. Parce qu'il joue bien. Il faut courir le temps, Ah oui, ils ont le temps. Allez, Scotty Reynolds qui se retourne. Oh là là, mais. Oh là là, c'est pas possible. Ça fait même du street basket. Incroyable Scotty Reynolds qui l'a proposé, Angelo, on n'était pas prêt. On ne se rend pas vraiment compte. Je pense qu'à un moment donné, on est plus habitué aux gros alley-oop, les dunks, les posters, les passes lumineuses, mais la capacité d'adaptation sur l'action, à la vitesse où il le fait, et la dextérité pour mettre juste ce qu'il faut, pas trop, finir à une main, franchement, c'est une des actions les plus spectaculaires que j'ai pu voir Elle a fait plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux de la Ligue. Moi, je savais que ça lui plairait. Hein. C'est un mec qui ne fait pas de passe, il se fait des passes à lui-même. Ça ne fait que lui plaire. Et ben moi, je vais vous faire une passe, Fred, puisqu'on passe à nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et le coup de cœur de Frédéric Weiss, c'est Mike James. L'arrivée de Mike James. Mike James, j'allais dire, c'est la tête de gondole oui. de mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est justement ces recrutements incroyables qu'on a eus. On a du Léo Westerman, on a du Donta Hall, on a du Pat Garino. Moti Younas. On a Yousfal qui revient aussi. Enfin voilà, on a vraiment Eli Okobo, ne pas oublier Eli Okobo qui vient. Je me dis que c'est l'année où on a le plus beau championnat possible parce qu'on a réussi à recruter des joueurs incroyables. Et bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Mike James parce que qui pouvait imaginer il y a 3-4 mois qu'on allait signer un joueur aussi incroyable avec une telle aura.
Donc oui, voilà, mon coup de cœur, c'est plutôt la Ligue qui essaie de se renforcer, enfin, en tous les cas les clubs de cette Ligue qui essaient de se renforcer, et c'est magnifique. Après, pour l'instant, Mike James, on l'a vu qu'une fois en Betclic Elite. C'est vrai qu'on se concentre du côté de Monaco pour l'Euroleague. On espère le voir quand même un petit peu dans le championnat. J'ai des doutes sur le nombre de fois où on aura l'honneur de... Je pense pas beaucoup, Ouais, mais pas ils ont des objectifs, les Monégasques, c'est normal. Pas avant la deuxième partie de saison, en tout cas. Mais ils sont obligés de terminer dans les 8 pour pouvoir avoir l'Euroleague l'année prochaine. Ils vont tout faire pour terminer dans les 8. Ouais. Donc, leur priorité à l'instant T, c'est forcément l'Euroleague. Et puis, une fois les playoffs venus, le titre de champion de France en jeu, à ce moment-là, Là, il jouera. là, ils seront avec le roster à plein pot. Mais après, c'est vrai que Monaco, c'est un contexte particulier parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont des moyens financiers qui permettent aussi de pouvoir proposer des contrats. Mais c'est pour ça que j'ai dit Mike James, mais pas que, parce que tous les clubs ont essayé de recruter un peu des joueurs avec une vraie aura. Même Hunter, Hunter c'est un gros CV en Europe, c'est un gros CV. Cummins, c'est un très bon meneur de jeu. Kylo Quinn qui signe au Paris Basket. Tout à fait. Antetokounmpo, le frère. Antetokounmpo, bien sûr. Cunningham du côté du Mans, qui a un CD NBA. Non, il y a quand même une réelle qualité dans le recrutement, globalement sur tout le territoire. Une réelle qualité aussi dans le sportif, puisqu'il y a quelques clubs qui se mettent en lumière. C'est le coup de cœur d'Angelo Tsagarakis. Il a choisi Chalon-Reims, le Champagne Basket qui démarre fort. Oui, qui démarre très très fort. Et la raison pour laquelle c'est mon coup de cœur, au-delà du fait que c'est un de mes anciens clubs, et donc j'ai un petit affectif avec les dirigeants notamment, c'est surtout le fait qu'ils ont été spectaculaires dans les oppositions face à des clubs qui sont leurs opposants directs, leurs concurrents directs pour le maintien. On sait que leur ambition, c'est déjà d'assurer le maintien, plus si affinité. On ne va jamais refuser la part de gâteau qu'on vous offre, mais ce qui est impressionnant, c'est les écarts. C'est les plus 30 à Fos. Déjà, ils ont un pied maintenu avec un plus 30 sur le parquet du promu. Et ils enchaînent à domicile. Ils n'ont pas fait le moindre faux pas. Ils ont été vaillants face à l'Asvel à l'extérieur qui était en mission pour se redonner un peu de confiance et qui a abordé le match très sérieusement. Ils n'ont pas du tout été ridicules. Donc au-delà de la défaite sur le parquet de Pau où ils se sont mangés une petite dose, il n'y a pas vraiment de faux pas, puisque Pau est une belle équipe avec un beau recrutement. Ils ont joué à domicile, ils avaient à cœur de commencer la saison comme il se doit. Donc pour moi, le Champagne Basket, c'est la meilleure attaque du championnat. Ils font 2 matchs à plus de 100 points. On a beaucoup parlé des joueurs, et je suis d'accord avec toi, les joueurs ont bien travaillé. C'est Eric Heinz. Bien sûr, le coach. Le coach, c'est lui qui permet justement cette continuité dans l'effort, avoir le coach qui reste, qui impose un jeu offensif super intéressant. Ça court dans tous les sens, mais c'est rigoureux parce que finalement, il respecte bien ce que le coach demande. Moi, je trouve ça intéressant, effectivement. Moi, alors pour la petite histoire, j'étais dans l'avion avec, il n'y a pas longtemps, avec un des dirigeants de Champagne Basket qui me disait, en fait, cette année, on gagne déjà les matchs que l'année dernière, on perdait, qu'on devait gagner, justement. Ouais, et là, cette année, en faisant ça, tu es plus tranquille, plus serein. Et comme il y a des bons joueurs et un bon coach, on joue encore mieux. Ouais, c'est vrai. J'avais eu l'opportunité d'échanger avec coach Heinz, justement, puisque sur les productions maison pendant le confinement, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec le club. Et à la fin de la saison, vous voyez coach Heinz vraiment fatigué, rassuré d'avoir obtenu le maintien, mais quand même frustré de toujours devoir faire avec des moyens très limités. Donc là, les paris ont été gagnants, le recrutement a été étincelant avec les moyens du club, et le jeu proposé est super attrayant, donc ça va ramener les gens dans la salle, ça permet d'avoir des highlights, ce que Thierry Noll, c'est que dans quelle salle? Alors, à Reims ou à Chalon? Dans les deux. Il y a 2 salles. Simplement, il y a 2 salles. Voilà. Même si ça, c'est une des problématiques quand même de Chalon, concrètement. Oui, malheureusement, quand il y a fusion, mais ça reste une force parce qu'ils ont réussi à collaborer avec 2 clubs qui étaient historiquement opposés l'un à l'autre. Ils ont réussi à créer quelque chose. Ils ont aussi le basket féminin sous la même maintenant entité. Il y a les nouveaux logos. Il y a quelque chose de vraiment positif qui se passe en Champagne là, au niveau basket. Ouais, il se passe quelque chose du côté. Tu sens que le mec a envie d'aller en Champagne, donc on peut picoler un peu. Pour attraquer un petit peu. En tout cas, sur le résultat, effectivement, c'est vrai qu'il gagne contre Roanne, contre Le Portel ou contre Fos, avec parfois des matchs à plus de 100 points. Donc pour le maintien, c'est plutôt quelque chose d'intéressant pour la suite de la saison du côté de Chalon-Reims. Mon coup de cœur, vous me permettez les gars? Alors, je sais pas, Fred, on permet? Ben non. Ça sera Nicolas Lang. Ça sera Nicolas Lang. Nicolas Lang qui est dans la continuité de sa saison dernière avec vraiment des statistiques très très intéressantes au niveau du scoring, au niveau des pourcentages, il est toujours présent. L'arrière du côté du Limoges CSP, on va voir ses statistiques. Sachez les gars que sur ce premier mois, il est le 2e meilleur marqueur de Betclic Elite, le premier français mais 2e meilleur scoreur. Regardez aussi l'évaluation très très haute et puis donc les points, 20,2 points. C'est énorme ce qu'il fait Nicolas Lang, Fred, non? C'est énorme ce qu'il fait.
il a une confiance incroyable. On l'a vu faire des turnaround jump shoots que moi, je n'avais jamais vu faire. Avant, il était capable de shooter à 3 points. Ça a toujours été un bras incroyable. Mais maintenant, il a confiance. Il tient son équipe. La preuve, hein, le dernier match qu'il perd contre Cholet à la maison, il sort pour 5 fautes au début du 4e quart-temps. Et l'équipe, c'est plus la même parce qu'il la tient à bout de bras. Vraiment, félicitations à lui. Et c'est tout à fait mérité parce que c'est un super gentil garçon et c'est un vrai bosseur. Et surtout, on a eu l'opportunité de le voir lors de ce premier match. Il y a une sérénité, il ne force pas, il laisse le jeu venir à lui, il sanctionne sur chaque oubli. Donc c'est-à-dire que sanctionne dur. Il sanctionne dur, mais le truc c'est qu'à un moment donné, et tu le sais bien Fred, on a les opportunités, on les saisit ou on les saisit pas. Et c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs, très bons joueurs, les grands joueurs. Et là, ce que Nicolas Lang est en train de faire, il montre qu'il a passé un cap psychologiquement, parce que on en est vraiment au stade de franchise player. On est au stade où, par exemple, en fin de match du côté de Limoges, c'était on donne le ballon sur du 1 contre 1, littéralement ce qu'on voit en NBA, quoi. C'est joue ton 1 contre 1 au post-up, fade away 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est quand même assez impressionnant parce qu'il amène, voilà, il rajoute des flèches à son arc et il a cette fiabilité au niveau de l'adresse extérieure. Et la production statistique est tout de même plus que remarquable. Et c'est sûr qu'il va faire la pluie et le beau temps du côté de Limoges. Oui. Et je pense qu'ils sont en train déjà de se poser la question comment on va faire pour le garder l'année prochaine, exactement. à mon avis. Et il va être J'ai eu Crawford Palmer, à mon avis, il commence déjà à... Il y a les grosses gouttes là, il y a les grosses gouttes. Mais c'est un peu comme les cordiniers et autres. Maintenant, on peut déjà se projeter sur un projet sportif encore plus ambitieux pour Nicolas. Et il continue son ascension dans sa carrière, il est en pleine maturité. C'est une petite question. L'Espagne pour lui, parfait. Bien sûr. Surtout pas la Grèce, parce que ça joue trop physique. Et je ne suis pas certain que ça soit le championnat. Ce ne serait pas attrayant pour lui parce que c'est un championnat à 2 vitesses. La Grèce, il y a 3-4 très bonnes équipes. Et puis après, une fois qu'on passe le cap de la 7e équipe dans le classement, il y a une vraie différence. C'est différent de la Betclic qui est probablement un des championnats les plus homogènes. Il y a 12-13 candidats aux playoffs chaque année. Au-delà de l'Espagne. Quand tu vois un Bouteille qui s'éclate là-bas, par exemple, tu te dis que voilà, pourquoi pas. Parce que c'est QI basket, ça joue au ballon et ça s'appuie beaucoup sur le mouvement et sur la lecture de passe. Ça court beaucoup, effectivement. Donc, le ballon circule bien, tir en première intention. C'est un petit quiz, les gars, vous qui aimez les shooters. Je vous prends 3 shooters. Qui est pour vous le meilleur? Ouf. Nicolas Lang, Danilo Andouzic ou Brandon Jefferson? Vous prenez qui en meilleur shooter? Moi, tu me donnes le choix. Ouais. Tu te rappelles que je suis François le Français, moi. Nicolas Lang, mais sans hésitation. Sans hésiter, meilleur shooter. Parce que Danilo Andouzic, c'est une sacrée patte. Non. Il shoot beaucoup. Mais est-ce que c'est un bon shooter? Est-ce que ses pourcentages sont aussi élevés? Je ne suis pas certain. Pour moi, en fait, Andouzic est un meilleur joueur de pick and roll que n'est Nicolas. Oui, bien sûr. Et donc, c'est là où il peut avoir un avantage. Mais si on parle de qualité pure dans le shoot et dans la fiabilité, et même dans le fait que Lang est plus grand, il shoot avec un geste qui part de plus haut, donc il est plus difficile à contester. C'est littéralement le jour où il voit le cercle comme une bassine, il est absolument inarrêtable et il l'a démontré déjà depuis le début de la saison. Donc pour moi, il n'y a même pas photo. Jefferson est plus petit, c'est compliqué pour lui de prendre des tirs contestés. Donc ils ont des qualités qui leur sont propres dans un registre différent, mais au niveau shooter, le débat n'existe même pas. Après, on devrait se régaler. Pour les classicos entre Jefferson et Nicolas Lang, on devrait voir quelques tirs à 3 points pendant la saison. Ça, c'est une certitude. Les coups de gueule, maintenant, les gars, ils vous ont préparé un coup de gueule chacun. On va commencer avec Angelo Tsagarakis qui nous parle de la non-diffusion des 2 clubs français en Euroleague. Oui, je pense que c'est vraiment dommageable. Et après, je vais pouvoir aussi aborder le sujet de la couverture de la Betclic Elite et autres, mais je vais d'abord me concentrer sur le fait qu'on a 2 clubs performants en Euroleague. Déjà qu'on avait du mal à en avoir un. Il y a l'arrivée de l'Asvel qui maintenant a sécurisé une licence en Euroleague. Il y a Monaco qui a mérité son ticket et c'est le moment où on a des gros joueurs, des gros CV, Mike James, Moti Jonas, Eli Okobo qui arrivent, l'éclosion de Wembanyama qu'on attend. Et la confirmation que les équipes françaises sont là, non pas pour faire de la figuration, mais pour essayer de grappiller un ticket en play-off. Les 2 équipes sont candidates pour un ticket en play-off et on n'a pas de visibilité dessus. Aucune, zéro. Que ce soit payant ou gratuit. Donc à un moment donné, voilà, le coup de gueule, il est normal. Je pense que je ne suis pas le seul à le partager. Et j'ai envie quand même de faire un... Mais moi, je ne le partage pas. Enfin, si je devais le partager, c'est bien sûr. Comment pour moi ne pas dire que je regrette que ça ne soit pas diffusé? J'ai commenté pendant 3 ans l'Euroleague. Donc évidemment, je suis hyper déçu. Mais malheureusement, il y a une réalité économique qui existe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je regarde. » Des gens qui regardent vraiment l'Euroleague, il n'y en a pas. Donc à un moment, si on n'est pas prêt à mettre un petit peu d'argent, je ne sais pas, 10, 20 balles concrètement, bien sûr que c'est beaucoup pour un ménage, je l'entends, mais ça coûte 2 paquets de clopes, quoi.
Non, mais je suis Donc, d'accord. donc à un moment, si pour ta passion, tu n'es pas prêt à mettre 20 balles et que tu préfères t'acheter 2 pâtés de clopes, ne respecte pas, je ne parle pas pour toi, je ne sais pas que tu es en train de fumer. Mais je dis, Non, mais ne en France, on respecte achète pas. bien le League Pass, Fred. On achète le League Pass, Le il y a beaucoup NBA League plus. Pass. Oui, Le NBA League oui, Pass. mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup de ça, et ça me fait penser à un truc qui se passait à RMC. On nous reprochait toujours de ne pas mettre de basket féminin. Sachant que moi, je suis passionné de basket féminin, vous avez vu, en plus, j'ai fait le match des champions encore cette année. Bien Je sûr. suis vraiment passionné par ça. Et on nous reprochait. Et moi, j'allais toujours voir ma direction en disant, on ne pourrait pas mettre un peu de basket féminin. Il dit, Fred, regarde. Quand on fait du basket féminin, personne ne regarde. Donc c'est beau, c'est bien beau de se cacher en disant, moi j'aimerais bien que ça passe, sauf qu'à un moment, si personne ne regarde, la réalité économique d'une chaîne, c'est de passer des choses qui sont intéressantes. Pensons à ce qui s'est passé sur l'équipe, qui était notre concurrent. Sur l'équipe, on a eu des matchs à 200 à 250 000 téléspectateurs. Tu mets un Derrick rediffusé 40 fois par ce mec que personne ne peut supporter, et bien ça fait 500 000. Ouais, c'est clair. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Oui, on peut critiquer les télés qui ne prennent pas le risque, mais les télés, elles l'ont pris pendant des années et ça n'a pas marché. À un moment, on reçoit le retour de bâton. Eh ben moi, je rebondis sur ce que tu dis et je partage entièrement ton ressenti par rapport à ce que tu viens d'exprimer. Tu parles justement du fait qu'il y a des chaînes qui, à un moment donné, ont fait l'investissement, n'ont plus envie d'investir. Et je vois un peu les gens, les tweetos là, qui s'excitent et qui dénigrent, par exemple, Sport en France, qui est gratuit, accessible sur toutes les box, avec des consultants de qualité, avec des efforts qui sont fournis avec des petits moyens. C'est une chaîne qui n'existe que depuis 2 ans et demi. Et à un moment donné, on va cracher dans la soupe. C'est un peu le même problème parce que culturellement, et il va falloir aussi être dans cette réalité, en Grèce, par exemple, eh ben, c'est sur la chaîne nationale, ça veut dire la télé en clair, hein, sur ET1, il y a tous les matchs du championnat grec qui sont disponibles tous les week-ends. Et quand il y a l'Euroleague, dans toutes les terrasses de tous les bars, tous les cafés, à travers tout le territoire, il y a l'Euroleague qui joue, que ce soit le Panathinaikos ou l'Olympiakos ou pas. C'est-à-dire que c'est cette culture du basket que nous n'avons pas en France. Nous n'avons pas. Et donc, à un moment donné, quand en France, il y a des gens qui essayent de faire des choses avec des moyens qui sont les leurs, qu'on leur tape dessus gratuitement et qu'on se plaigne alors qu'il y a quand même de l'accessibilité pour du basket qui n'est pas vraiment le cas depuis combien d'années maintenant, Fred ? Voilà le coup de gueule que j'avais aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas sur une réalité aussi, les gars, où depuis quelques années, les chaînes de télé ne veulent plus autant mettre qu'avant? On est sur aussi cette réalité économique pour les chaînes. En fait, on a une problématique en France en général. Alors tu parles de basket, mais moi j'ai parlé de sport. Le sport en France, ça n'intéresse pas grand monde et on n'est surtout pas prêt à payer. D'accord ? Donc à partir de là, les chaînes... À moins que ce soit le foot. À moins que ce soit le foot. On ne paye que pour le foot et un petit peu le rugby et encore pas moins, tant que ça. Même pour le foot, les gars, je ne sais pas si vous avez vu... Oui, mais parce que les chiffres avaient... Enfin, c'était une bulle, à un moment, spéculative, et c'est logique que ça baisse. Mais on est quand même prêt à payer, ou à peu près. Mais à un moment, on a cette problématique, effectivement, du basket qui est en clair. Mais Angelo, il y a tellement peu de fans que tu peux comprendre qu'ils en demandent beaucoup. En fait, ils veulent avoir eux, ils ont été prêts à payer. Là, par exemple, ceux qui ont été prêts à payer, ils disent maintenant, moi, je suis toujours prêt à payer. Et il y a une chaîne qui le fait, et parfois, il y a des couacs. Et donc, ils n'arrivent pas à le comprendre. Nous, notre rôle, c'est de les éduquer, leur expliquer que nous, on fait de notre mieux. C'est ce que tu fais souvent. Mais ça ne sert à rien entre guillemets, de les blâmer. Moi, je pense qu'il faut vraiment les éduquer en leur disant... Ok, les temps ont changé, mais on est là, on fait de notre mieux. C'est ce qu'on a essayé de faire après le match à Orléans. Je blâme l'agressivité gratuite. Je blâme le fait qu'il y a des gens qui manquent d'un minimum de recul. Parce que je comprends qu'il y en a qui Angelo, sont... ils ne te doivent rien. Ah non, mais je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est même pas à moi à titre personnel. Oui, mais ce que je veux dire, ils te doivent rien. Quand je dis ils te doivent rien, c'est pas toi. Ils doivent rien ni à la chaîne, ni à personne. Eux, ils veulent voir du basket de qualité et que ça se passe bien. Eux, c'est pas leur problème que de temps en temps on ait un couac et tout ça. Eux, ils ne peuvent pas le comprendre parce que pour eux, c'est logique qu'on puisse le faire bien. Donc, il faut qu'on les éduque en disant personne n'en a voulu. On a été là et maintenant on va faire de notre mieux. On a eu des couacs, mais par contre, on va progresser à chaque fois et nos commentaires seront justes. Au moins, vous aurez ça de sécurisé. Et c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, les gars, on rappelle aussi au public qu'on est là chaque week-end. Chaque week-end, une journée de championnat est diffusée sur Sport en France tout au long de la saison de Betclic Elite. Et on va continuer à progresser surtout. Voilà. Bien sûr. Avec, on espère, de belles compétitions. Une compétition, elle, qui ne verra pas le jour cette saison, c'est la Leaders Cup du côté de Disney. On s'en souvient. La transition maîtrisée. Avant le... Ah, c'est beau. Non, c'est du travail de pro, ça. Ça, c'est du travail de pro. Avant le Covid. Il donne un cookie, mais qu'est-ce qu'il est fort, c'est dans la...
Ça sera coupé évidemment. En 2020, la dernière Leaders Cup qui avait vu le jour du côté de Disney avec la victoire de la JDA Dijon. Depuis, plus rien et plus même en 2022, pas de Leaders Cup tout court, Fred Weiss. Alors pour moi, c'est un vrai coup de gueule parce que justement, on parle de basket, on parle qu'on fait des choses géniales cette année avec peu de diffusion parce que finalement, on a des gros joueurs qui arrivent et on ne les diffuse pas, malheureusement. Tu parlais de l'Euroleague, donc je suis. Et donc là, la Leaders Cup, qui a été, la dernière compétition a été juste fantastique avec la JDA Dijon, Monaco, enfin des matchs incroyables qui ont plu à tout le monde. Le microcosme du basket se retrouvait. C'était un événement. Alors oui, c'est vrai qu'on ne gagnait pas grand-chose sportivement, mais c'était un événement. C'était un truc de mi-saison qui permettait un petit peu d'attractivité, etc. Et bien là, on l'arrête. Moi, je suis excessivement triste. Je ne comprends pas les motivations. Je ne sais pas. Je vais vous lire un petit extrait du communiqué, Fred. Cette décision, donc c'est la LNB qui l'annonce le 21 octobre dernier. Cette décision a été motivée par la nécessité ressentie par les clubs de présenter un budget de reprise prudent pour cette première saison espérée après Covid, après 2 exercices qui ont fortement impacté la Ligue. Est-ce que c'est le même son de cloche dans tous les clubs? Est-ce que vous avez un ressenti, Angelo, pour ça? Oui, j'ai un ressenti. Je pense qu'il y a des méthodes low cost de pouvoir tout de même maintenir la compétition. On peut faire selon le classement des équipes, offrir la possibilité au club justement d'avoir un match à domicile avec des matchs à élimination directe et de faire un tableau et de définir peut-être un match à un endroit qui serait peut-être moins coûteux dans l'organisation que Disney. Et de trouver moyen de tout de même avoir cette compétition. Je veux dire que pour moi, dans l'absolu, c'est un trophée. Et tu disais qu'il n'y avait pas d'attrait sportif, ça reste tout de même un attrait de pouvoir. C'est un attrait sportif en termes comment dirais-je, de trophée, effectivement. Donc c'est toujours intéressant de gagner un trophée, évidemment. Mais par contre, tu ne gagnais pas un droit à quoi que ce soit. Oui, tu n'avais pas un ticket pour une Coupe d'Europe. Ouais. Et surtout, pour continuer mon coup de gueule, quid de la Pro B qui a commencé à jouer à la Leaders Cup? Ça va se finir comment? Elle a commencé, elle se poursuivra, je pense. Mais donc, ça va être quelles sont les annonces? Ça va se jouer où? Ça va être le même principe. A priori, le même principe que la saison dernière. Mieux classé, comme ils ont fait un peu. La saison dernière, c'est terminé du côté de Foss. Exactement. Oui, pourquoi ne ça, pas ils faire ne l'ont pas annoncé non plus. C'est dommage aussi pour un club de Pro B qui avait les feux des projecteurs un peu sur une journée, entre guillemets en levée de rideau du match de Pro A. C'était intéressant pour tout le monde, dommage aussi. Bon, ces images, en tout cas, avec la JDA Dijon qui soulève le trophée, n'auront pas lieu en 2022. Donc la JDA Dijon qui va conserver une nouvelle année ce titre. 2020, ça va commencer à faire long. Ouais, ça commencera à faire long. C'est juste dommage parce que je pense que si on procède de la sorte en Pro B en faisant des matchs tels des playoffs, on aurait pu le faire exceptionnellement cette année en attendant un contexte économique qui permette de revenir à Disney la saison prochaine. Les gars, on va voir quand même de belles images, notamment un highlight que je vais vous proposer de regarder maintenant, une action des Metropolitans 92 avec le bien nommé Vince Hunter. Macré, c'est un bon tir ça. Il était en rythme. Et le revoici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un assassinat. Bah là, non mais Vince Hunter, il a découpé Endoy. Waouh, c'est un sacré athlète ce Vince Hunter quand même, Fred. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Pascal Donadieu. Il est passé par Bologne, c'est un joueur vraiment, vraiment impressionnant. Et il commençait très mal ce match. Youssou Endoy, il s'était mis en confiance avec des contres. Aller le défier à ce moment-là, lui en mettre sur la tronche comme ça, c'était très fort. Ouais, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Et en parlant de personnes qui n'ont pas eu peur aussi d'assumer sur ce match-là, on va recevoir un autre joueur des Metropolitans 92. C'est David Michino qui a été le MVP du match et qui sort de l'entraînement. Comment ça va, David? Ça va et toi? En pleine forme, en pleine forme. On est très très heureux de vous recevoir pour cette première émission de Betclic Elite. On espère vous revoir bientôt avec les Mets. En parlant de cette équipe des Metropolitans 92, premier du championnat pour l'instant, David. C'est une surprise ou c'est quelque chose qui est assez logique? Bah, assez logique, j'ai pas la prétention de dire ça, mais je dirais que c'est ce qu'on attend de nous et ce que nous-mêmes on attend de nous, quoi. Donc voilà, après c'est que... David, en gros, si tu dis que tout le monde attend ça de vous et vous aussi, c'est assez logique. non mais c'est pour ne pas que ce soit formulé de façon un peu avec de la prétention, tu vois. On va couper l'émission et on va dire que tu te la racontes. En tout cas, vous assumez un statut. On parle souvent des Mets comme une équipe qui recrute fort, qui a des ambitions. Là, vous assumez ce statut-là. Ouais, pour l'instant, on l'assume. Après, c'est que le début de saison. On sait qu'une saison, c'est hyper long.
surtout avec l'Eurocup, tout ça. Donc, il va falloir qu'on assume notre statut. En plus, moi, j'apprécie particulièrement le recrutement parce que vous avez ramené 2 joueurs qui ont évolué dans le championnat grec et qui ont été très performants, notamment Hunter qui a été champion d'Europe avec l'AEK et j'étais dans la salle, c'était une ambiance incroyable. Et puis Cummings qui a été un des premiers adversaires que j'ai rencontrés quand j'ai joué en Grèce. Donc, beau recrutement. Et ça m'amène à ma question. Sachant que maintenant tu fais partie du groupe France, que tu as confirmé ta montée en puissance, que tu as un nouveau statut, comment tu as vu l'arrivée de Cummings qui est sur ton poste et qui donc pourrait quelque part te retirer certaines responsabilités ou avoir peut-être un rôle tout aussi prépondérant que le tien dans la création du jeu? Il y a des minutes à distribuer, il y a un rôle à avoir dans l'équipe. Comment est-ce que tu as vu l'arrivée de Cummings au sein de l'effectif? Je suis curieux. En fait, Vincent, il a été franc avec moi direct. Il m'a dit que dans tous les cas, moi j'allais jouer et que j'allais jouer avec Cummings. Donc, il ne fallait pas que je m'inquiète sur mon temps de jeu ou autre. Et que voilà, que j'allais continuer à confirmer ce que j'avais fait l'an dernier. Donc, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Okay. Ouais, d'ailleurs, Vincent saluait après le match, Vincent Collet, la traction arrière qui est hyper intéressante, Fred, cette traction arrière. Mais justement, pour sa progression, David, on a vu aussi que sur les fins de match, parfois c'est toi qui avais les ballons et le panier à 3 points que tu mets à 0 degré, il est très important. L'année dernière, tu avais déjà progressé, tu avais franchi un énorme palier pour nous tous, et d'ailleurs c'était pour ça que tu étais allé en équipe de France. Et est-ce que tu te rends compte que cette année, on veut que tu confirmes, mais que toi, tu es en train de nous montrer que tu es capable de le faire? Ouais, c'est clair. Après, c'est sur une continuité. Et je pense que j'ai la chance de. L'an dernier, j'ai eu la chance d'avoir un coach comme Yuri Jdov, qui m'a vraiment fait progresser sur le poste de meneur, sur la gestion, surtout dans les fins de match comme ça. Sur la rigueur. Et d'avoir Brown aussi, comme il était un peu nul, c'était plus facile de jouer. Non, on ne peut pas dire ça. Le pauvre, il a été blessé pendant longtemps, mais il nous a beaucoup pendant la saison. Et sinon, maintenant, d'être avec Vincent, c'est encore, c'est sur la continuité, c'est super parce que lui aussi m'apprend à gérer l'équipe, il m'apprend certains détails qui me manquent sur le poste de meneur. Donc voilà, c'est super. Par rapport à Vincent Collet, qu'est-ce que ça change concrètement, puisqu'on parle d'une transition au poste d'entraîneur cet été après le départ de Juri Dodge, retour de Vincent Collet? Ça change quoi d'avoir un entraîneur comme Vincent Collet dans l'effectif? C'est comme c'est un coach qui est super reconnu en France et voilà, comme on dit, quand il parle, voilà, on boit ses paroles puisque c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de connaissances. Et des fois, quand il parle, on ne comprend pas trop. Et après, quand on voit sur le jeu tout ce qu'il dit, en fait, j'ai du mal parce qu'il y a des échos. Donc mais je disais que, en gros, quand il dit quelque chose, des fois, on ne comprend pas tout de suite. Et puis après, sur le jeu, on voit direct que ça a du sens. Angelo? C'est super intéressant parce que tu parles de la continuité dans le travail. Les coachs du bloc yougoslave, ils ont cette science du jeu et ils ont cette capacité à inculquer les petits détails qui font la différence dans la lecture, dans la compréhension. Et on voit que ce travail-là est payant parce que c'est quand même un luxe pour les Metropolitans de pouvoir avoir Cummings et toi, en sachant qu'on peut vous avoir tous les deux sur le terrain, que ça peut être l'un après l'autre. Vous êtes dans une production statistique très forte. Cummings, il est à plus de 17 d'évaluation. Toi, tu as quelques points en dessous, mais tu es presque encore plus clutch que lui ne l'est dans le développement du jeu pour les Mets. Est-ce que tu penses qu'au-delà de cette traction arrière, il y a une autre force au sein de cet effectif qui vous permettra vraiment de répondre à vos ambitions? Franchement, il y a beaucoup de force dans cette équipe. Vous avez parlé déjà de Vince Hunter, qui est un joueur hyper athlétique, qui peut apporter énormément. On a Jordan Macré, qui, pour l'instant, je pense qu'il n'est même pas à 60% de son niveau. 60 C'est précis. Ouais, environ. Après, on a des joueurs comme Laou, comme Nobel qui vient d'arriver. Bon, il y a Banja qui va revenir. Enfin, je pense qu'on a beaucoup de force dans cette équipe. Et que ce soit sur le banc ou dans le 5, on voit des joueurs comme Steve aussi, Oyufat qui peuvent apporter énormément. Donc, je pense que pendant toute l'année, ça va beaucoup changer. Les rôles vont changer. Donc, ça va être bien. Fred?
On sait qu'il y a Moustapha Sonko dans le staff des Espoirs. Est-ce que tu t'appuies de temps en temps sur lui? Est-ce qu'il vient parler avec toi? Parce que c'est un meneur qui percutait beaucoup, comme toi. Est-ce que de temps en temps, vous avez l'occasion d'échanger un petit peu, qui te donne un peu de conseils, ou il est avare en conseils, comme j'imagine? Oui, de temps en temps. Après, on rigole beaucoup avec Mousse. Tu le connais très bien. C'est quelqu'un qui blague beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, il y a des moments de sérieux où, par exemple, parce qu'il regarde tous les matchs et s'il a un petit conseil à me donner, il va me donner un conseil. Ouais. David, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, un truc que j'ai envie de mettre en avant. Tu as mentionné beaucoup de noms et tu as surtout mentionné des athlètes. Tu parles de Banja, tu parles de Nobel, tu parles de Steve, tu parles de Laou. Défensivement, quand tu vois le potentiel athlétique de votre équipe, avec Hunter, avec toi, à un moment donné, tu te dis quand même que vous pouvez vous asseoir sur cette défense et ce qui vous permettrait quand même de garantir un certain niveau de performance, parce que même si vous êtes défaillant en attaque lors d'un match, vous pouvez quand même compter sur votre défense et rester compétitif. Exactement, exactement. Après ça, c'est mental, c'est aussi le savoir. On regarde le match d'Orléans, on a mal commencé. Et c'est la défense, justement, c'est notre côté athlétique aussi, notre pression défensive qui nous permet de revenir dans le match. Donc je pense qu'on peut s'asseoir sur ça, même les jours où on attaque, ça va pas rentrer, quoi. Il y a beaucoup en tout cas de points positifs, David, sur ce premier mois de compétition. Est-ce qu'en début de saison, il y a eu des objectifs qui ont été annoncés clairement ou pour l'instant c'est encore flou par rapport à ça? Non, on n'a pas vraiment parlé d'objectifs, mais plus de le match après l'autre, un match l'un après l'autre, de continuer à progresser, de pas essayer de franchir les étapes petit à petit, quoi. Et pour toi, individuellement, tu t'es fixé des objectifs? Mais moi, c'est pareil. Moi, je me dis que c'est petit à petit. Je continue à progresser. Je me sers des joueurs qui sont autour de moi, des coachs que j'ai pour continuer à progresser, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et on verra ce qui se passera. Parce que, moi, en fonction de ma carrière, il y a des choses qui sont arrivées des fois où je me disais, ah non, je dois aller là, je dois aller là. Des fois, j'étais déçu. Donc, je pense que le mieux, c'est de prendre les choses petit à petit et de continuer à travailler et prendre plaisir, quoi. David, moi, j'ai une dernière question pour toi. Tu parles de ta carrière et c'est parfait. Merci pour la transition. On sait que tu as été drafté par les Clippers. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un contact permanent ou continu avec la franchise entre ton équipe et le staff là-bas? Le GM me contacte souvent. Après les matchs, il m'envoie des messages pour me dire que bon match, ou là j'aurais peut-être pu être plus agressif, ou enfin il me donne quelques conseils. Mais c'est vrai que petit à petit, il y a moins de contact qu'avant, quoi. Où avant j'avais un coach qui venait souvent m'entraîner en France. Mais c'est vrai que ça servait pas trop à grand chose pendant la saison, puisqu'on a ce qu'ils font en France. Mais je reste quand même en contact avec eux. Ok. Donc personnellement, David, vous imaginez pas les 4 prochaines années, vous n'arrivez pas encore à vous projeter. Pour l'instant, c'est au Mets, bien verrouillé, jusqu'en 2023 le contrat, je crois. Et les saisons s'enchaînent comme ça, c'est ça? Pour l'instant, c'est comme ça et je suis content comme ça. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de continuer à prendre plaisir, à travailler tous les jours et devenir meilleur. Avec un mois de novembre chargé, puisqu'on parle de l'équipe de France, pour conclure, David, appelé une nouvelle fois pour les fenêtres, pour la préparation et la qualification potentielle à la Coupe du Monde 2023. C'est toujours plaisant de se faire appeler par le sélectionneur. Ah ouais, c'est toujours plaisant, c'est ça. T'essaies de dire quoi là? Moi, j'ai juste posé une question, c'est qui le sélectionneur? Vincent Collet. C'est Vincent Collet. Ah ouais. Attention, il m'a appelé l'an dernier aussi, c'était pas mon coach. C'est vrai, c'est vrai. Non mais je te taquine, tu le mérites largement, c'est juste pour la blague du fait qu'il te coach, mais je pense qu'il peut effectivement te donner des conseils pour savoir ce qu'il va vouloir de toi en équipe de France en plus, clairement. Ouais, c'est clair. Donc c'est une satisfaction, David, d'être encore dans le groupe là? Ah, c'est une satisfaction, hein. Comme j'ai toujours dit, l'équipe de France, c'est un rêve. Voilà, j'ai déjà fait 3 fenêtres. Maintenant, l'objectif, ce serait peut-être d'un jour de faire une grosse compétition. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, David. Une belle campagne aussi pour ce mois de novembre et puis une très très belle suite pour les Metropolitans 92.
Merci. Bonne saison. Bonne saison, à toi, David. Grand. À très bientôt. Merci. À bientôt. Et nous, on va enchaîner toujours sur la Betclic Elite avec une action là. Je me suis fait plaisir, les gars. Je vais prendre mon action préférée de ce mois d'octobre. Ça sera du côté de Lasvel. Est-ce que vous avez vu ce fameux poster de James Gist? Je vous propose de le regarder. La distribution, Ozetkowski vers Gist. Les deux intérieurs. Les deux costauds. Et la bonne défense d'Alinguet. Et le revoici. Après le sacrifice, la terreur Gist. Il s'est sacrifié, Paul Lacombe, pour lui donner. Ah, il s'est jeté dans le cadreur. On va revoir ça. Paul Lacombe qui se jette et qui redonne parfaitement. C'est pas loin d'être un poster derrière pour Monsieur Gist. C'est un poster parce qu'en plus il se venge. Il se prend un contre d'abord d'Alinguet. Ouh, c'est sur sa tête. C'est sur la tête d'Abdoulaye Loum. Il y a tout ce que j'aime dans cette action. Le faut le sacrifice placer, de hein. Paul Lacombe qui se jette dans le cadreur et puis après le poster, le reverse dunk. Et puis de c'est grande sur qui qualité. il l'a fait surtout, parce que Abdoulaye Loum, c'est un contreur premium hein, dans le championnat et même en Europe. C'est des tentacules, il fait 2,12 m. Dissuasif au possible. Aïe, 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 il faut le placer. Dernière partie de cette émission, les amis, avec les 5 majeurs, les 5 All-Stars. C'est une proposition qu'on vous fait. On va retenir de ce mois d'octobre les meilleurs joueurs d'après nos consultants. On va commencer avec le 5 de Fred. Fred, on va regarder cette équipe que vous nous proposez, ce 5 All-Stars qui a brillé pendant cette première partie de saison, en tout cas ce mois d'octobre. Alors on prend d'abord par les intérieurs. Tiens, Thomas à l'intérieur avec donc Grantham, Johnson, Nick Johnson, c'est celui de Nanterre, Nicolas Languillet et puis enfin David Olson sur la droite. Voilà, vous avez tout dit. Parlons peut-être du lutin diabolique de la JDA Dijon. Il fait quand même un début de saison assez intéressant. Il fait un début de saison incroyable, mais surtout qu'on s'est rendu compte que son équipe avait vraiment besoin d'un créateur. Et quand il n'est pas sur le terrain, c'était très compliqué. Il a besoin d'être très performant et comme d'habitude, il répond présent. Après, pas toujours suffisamment, parce qu'encore une fois, on a une Betclic Elite plutôt dense et c'est plutôt intéressant. Mais il est quand même très fort, il fait des choses incroyables. Il drive son équipe. C'est un meneur d'hommes, c'est un meneur de jeu et c'est un joueur extraordinaire. C'est là qu'on voit le problème du départ d'Axel Julien, qui était un peu cette sécurité. Exactement. Depuis le départ d'Axel Julien, il force? Non, il ne force pas. Et on ne peut pas dire qu'il force, c'est qu'il est contraint, il est forcé. Non pas qu'il force, mais il lui est forcé, lui, de devoir faire plus. C'est pour ça que sa production de passes décisives, elle est aussi élevée, que son scoring est aussi élevé. Sauf qu'il n'a pas quelqu'un à sa droite pour le soulager un petit peu. Exactement. Et c'est vrai que ça manque de création un petit peu. Et qui permettrait surtout à Dijon de pouvoir espérer plus, d'avoir des ambitions plus hautes. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont pas fait de faux pas dans l'absolu. Les deux rousses qui se mangent, c'est contre les deux plus grosses cylindrées. Donc ça va. Ils ont un bilan équilibré. Moi, j'espère que ça se passera bien, surtout parce qu'il y a Nenad Markovic, l'ancien Limoges, qui est là-bas. Oui. Et que c'est jamais facile de succéder à un grand coach comme Laurent Leniam. Donc je lui souhaite de réussir. Et je lui souhaite surtout de pouvoir trouver l'ajustement pour libérer un petit peu David Olson, parce que 34 matchs comme ça, c'est chaud quand même. Ouais. Pour l'instant, ça commence fort au niveau des points et de la passe. Est-ce qu'on pourrait imaginer un David Olson MVP encore? Et on le rappelle, MVP en 2019. Tout dépendra du bilan de son équipe. S'il arrive à emmener Dijon dans le top 8, par exemple, voire même titiller un top 6, à ce moment-là, il est indiscutable parce qu'il aurait simplement mis toute la ville de Dijon sur ses épaules pour les emmener en terre promise. Donc voilà, ce serait pour moi la légitimité de sa candidature. Mais si Dijon finit 10e, c'est compliqué vu les autres joueurs de qualité dans le championnat qui permettent à leurs équipes respectives d'être en haut du panier. D'accord avec ça, Fred? Oui. Oui. Non, mais évidemment, malheureusement ou heureusement, on détermine la qualité de joueur, oui, mais aussi sa capacité à amener son équipe loin. Donc forcément, s'il arrive à amener son équipe dans les playoffs et dans les top 6, évidemment qu'on pourra parler de lui en tant que MVP. S'il est effectivement plus loin que les playoffs, ça sera compliqué de le nommer. Il n'est pas, même Steph Curry n'a pas réussi à être MVP en amenant son équipe parce que. Avec les plus grosses productions statistiques de sa carrière. C'est-à-dire qu'il battait son record personnel au niveau du scoring, ses pourcentages au tir étaient. Il avait fait une production statistique meilleure que l'année où il a été MVP. Pourtant. Donc, David Olson qu'on retrouve dans le 5 majeur, le 5 All-Star de Angelo Tsagarakis, Tsagarakis, sans bégayer. Alston Cummings, c'est l'attraction arrière que vous nous proposez, accompagné de Lang, il est toujours là sur les 2-5. Indiscutable. Thomas aussi y est, le joueur du MSB. Et enfin, Fall.
Oui. Youssoupha Fall. Oui, passé sous le radar un petit peu, je pense, de la plupart des observateurs, non pas parce qu'on ne le respecte pas, mais simplement parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui se sont mis en avant statistiquement, qui font des très bons débuts de saison, et c'est important. Parce qu'il n'est pas l'autre Fall aussi, tout simplement. Parce que quand il est arrivé, on s'attendait à voir Mouss Fall. Si, parce qu'on le rappelle, la saison dernière, Mustapha Fall quitte l'Asvel et un autre Fall arrive, Youssoupha. Il est aussi fort, moins fort? Tout aussi fort. Il est différent, mais tout aussi fort. Mais il peut apporter énormément de choses. Ouais. Et puis, je crois que sur son dernier match, il fait un énorme match. Là, ce sont 2 joueurs d'Euroleague. La finalité, c'est pour moi, c'est on remplace un joueur d'Euroleague par un autre joueur d'Euroleague. Mais quand on voit la production statistique, il est en 15 minutes à plus de 10 points, quasi 5 rebonds et plus de 12 dévals. C'est-à-dire qu'il est sur une base de 25 minutes sur des statistiques qui le mettraient tout en haut. Meilleur éval, potentiellement meilleur rebondeur et même meilleur scoreur du championnat. Donc, il a un point négatif. Notamment, les gars, Angelo et Fred, ce match contre Chalon-Reims, on voit les images de cette rencontre. 26 points, 11 rebonds. C'est pour ça que c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Pour moi, Mouss Fall est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il est capable de jouer dos au panier et qu'il est capable d'être un point de fixation, d'ancrage. Plus lourd. Qui n'est pas forcément capable de faire parce qu'il n'y a pas tous les mouvements de haut panier, mais il a tellement d'autres choses. Il est plutôt mobile pour sa taille, il défend pas trop mal, il est près du cercle, inarrêtable dans le championnat et en Euroleague, il a prouvé qu'il pouvait l'être aussi. Bien sûr. Concrètement, très très bon joueur. Ouais. Quand on regarde la raquette intérieure là, pour finir sur l'Asvel, 2020-21, donc la saison précédente, Mouss Fall, Yabusele, Bako. Quand on regarde cette saison, Ozetkowski, Antetokounmpo, Wembanyama, Fall, laquelle est plus impressionnante? Pour moi, alors, on met Wembanyama que je n'aurais pas mis, je l'aurais pas mentionné parce que pour moi, pas en intérieur. Parce que pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Okay. Tout ce qu'il va amener, ce sera du bonus, du positif. C'est un joueur jeune, c'est un peu comme C'est Strazen. Wembanyama, c'est pas Cherry, son nom. Valentin Chéry, c'en est un autre qui est passé par Nanterre. Donc, mais Wembanyama, pour moi, c'est comme Strazel à l'époque, quand Mitrovic l'a lancé dans le grand bain. Il est productif, c'est tout bonus. S'il n'est pas productif, on ne l'attendait pas à ce niveau-là de toute manière. Et pour moi, ce n'est pas lui qui fera la différence pour l'Asvel dans ce registre-là. Ce sera que du bonus. Et on l'espère qu'on aura cette cerise sur le gâteau. Maintenant, sur les 3 autres mentionnés, c'est un profil différent. Je pense qu'au niveau, on va dire, si on fait une globalité métrique, elle est tout à fait comparable. Elles se valent, les 2 raquettes se valent. Les 2 raquettes se valent, même si moi je mettrais quand même une pièce sur Gershon Mouss Fall. Je pense que c'est peut-être plus complémentaire, c'est dur au mal, c'est costaud, solide. Donc je mettrais une petite pièce sur la première. Ouais, mais Bako était un peu en dessous. Et la deuxième, on prend. Et puis c'est des vice-champions olympiques, donc forcément Fred Weiss a choisi son camp. Exactement. En parlant de basket en France, et on va conclure l'émission là-dessus, je voulais saluer le travail donc de Dominique Wendling qui a écrit cet ouvrage avec de très très beaux visuels, notamment faits par Laurent Rullier, que je vous conseille. Voilà, on s'approche petit à petit des fêtes de fin d'année, tout ça. Le basket français, depuis les années 50 à aujourd'hui, c'est magnifique, Fred. C'est magnifique, effectivement. Vous êtes un peu dedans. Il y a un petit aperçu, notamment Pascal Donadieu qu'on a vu également. On parle également 3-3. Je l'ai reçu là-dedans. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé, c'est très gentil. Merci les gars pour cette première émission. Vous avez été bons. On peut progresser encore. On visera le très bon pour la deuxième. Non, alors vous savez pourquoi? En fait, on peut être très bon, mais si vous n'étiez pas là. Et comme vous êtes là, on ne fera que moyen. Je casse les moyennes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très très vite pour toujours un peu plus de basket français. Ciao. Bye.